déguerpissement des cités universitaires se poursuit. De nouvelles dispositions sont d'ailleurs dans la foulée annoncées pour occuper les chambres. Le décryptage est juste après cet élément de Siaka Kone. Commencée depuis le vendredi 5 octobre dernier, l'opération de libération des chambres et sites illégalement occupés suit son cours dans les différents campus et cités universitaires du pays. L'opération est entrée dans sa 3e phase, à savoir l'aménagement des bâtiments. Depuis ce vendredi octobre, l'on assiste au ratissage et au nettoyage des cités et campus suivi des changements de serrure. Résultat, découverte d'états d'immondices d'objets peu recommandables dans les chambres et endroits confisqués depuis des décennies. Cette dernière opération permettra de confirmer les occupants légalement logés avec l'identification et la mise à jour des fichiers respectifs. Les chambres seront attribuées aux demandeurs, filles et personnes en situation de handicap. À noter que cette opération de libération va s'étendre aux autres campus et cités universitaires de l'intérieur. Bétan Michel, que pensez-vous de cette situation? Justement, peut-être resituer le contexte. Depuis l'assassinat de l'étudiant de la FESI, les choses se sont vraiment enchaînées ces derniers jours à l'université. Est-ce qu'on peut dire que les autorités universitaires ont profité de cette situation pour régler d'autres problèmes à côté? Bon, c'est ce à quoi ça ressemble, hein. Mais moi je voulais d'abord, comme vous l'avez situé, le contexte. Je pense qu'on a une affaire juridique qui concerne le meurtre d'un étudiant. Et sur cette question-là, il faut que tout concourt à établir la vérité, la véracité des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui en sont les coupables afin de situer les responsables et condamner. Maintenant, pour la seconde question, moi, ce qui m'a un peu déçu des autorités universitaires, notamment du ministre, c'est que dans la foulée, il fait sortir un communiqué pour déloger les étudiants, je dis, en situation d'irrégularité. J'ai dit, mais c'est deux choses bien différentes. Il s'agit d'un procès qui a lieu, encore que le meurtre n'a même pas eu lieu dans l'enceinte de l'université. Jusqu'ici, on n'a pas encore... Le corps a été retrouvé hors de l'université, donc ça n'avait même pas de lien direct pour l'instant avec l'université. Il y a un lien direct puisque c'est un étudiant. C'est un étudiant qui meurt à la maison. C'est pas forcément de lien avec l'université. Donc je dis, pour l'instant, les responsabilités sont en train d'être situées. C'est une affaire purement juridique, judiciaire. Donc les questions judiciaires doivent se régler dans le cadre juridique. Donc on est en train de chercher à situer la responsabilité vis-à-vis de ce meurtre-là. Et dans la foulée, le ministère fait sortir un communiqué pour déloger les étudiants disent en situation d'irrégularité. Moi, je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est ce qui nous a guidés, nous, dans notre approche du sujet, c'est que nous sommes allés sur le campus pour voir ce qu'il en est exactement. Je vous fais partager qu'il y a des étudiants qui sont en pleine composition actuellement, qui sont en train de composer. Et ceux-là sont obligés de libérer les chambres en pleine situation d'examen. Vous voyez ce que ça crée? Ils vont loger où? Pour ceux qui n'ont pas de lieu où loger, ils vont loger où en attendant de composer? Je pense que cette situation devait être dissociée de la question actuelle qui est pendante devant tout le monde. C'est-à-dire, il faut situer les responsabilités quant au maître de l'étudiant. Et après, s'il y a des problèmes que la communauté universitaire a, se réunir pour voir comment trouver des solutions qui fassent en sorte qu'on ne pénalise pas. Parce que moi, je vous dis toujours, je dis quand un enfant est à l'université, c'est tout un espoir. Donc, quand on met un enfant à l'université et puis on le met dans une situation aussi difficile pour ne serait-ce qu'obtenir les résultats escomptés et puis aller en année supérieure, on se demande mais que veulent les responsables universitaires? C'est détruire l'avenir de nos enfants ou bien les aider? Si c'est pour les aider, alors laissons la question du déguerpissement, faisons ça à temps et en heure voulue. C'est-à-dire, trouvons le cadre propice. Aujourd'hui, si ceux-là, cette filière-là finit de composer, on peut déloger ceux qui sont dans cette filière-là. Si ceux qui sont, encore que le nombre de chambres, on n'est même pas en train de loger suffisamment. Donc ceux qui ont pu s'incruster dans ces logements-là, laissons-les finir leur composition. Si après on doit les enlever, on les enlève. M. Claver-Oula, vous êtes d'accord avec Bétan Michel? Oui, c'est pas le moment? Je partage son avis. Je partage son avis et je dis, comme il a dit, il faut dissocier les choses. Quelle urgence il y avait à déguerpir, ou si vous voulez, à mettre dehors les étudiants maintenant? Il n'y a pas d'urgence. Et on ne peut pas se saisir d'une question qui a un objet juridique pour essayer de régler des comptes. Parce qu'il y a, je crois, 4 ans de cela, la réhabilitation de l'université et l'introduction des étudiants dans les chambres a eu lieu. Et pourquoi maintenant, sur ce coup-là,
on essaie de déguerpir les étudiants. Et puis le président de la République lui-même l'a dit il n'y a pas longtemps sur la question des déguerpissements des quartiers. Il a dit qu'il faut accompagner d'une dose d'humanisme les questions administratives qui doivent être prises. Mais là, ce qui se fait, c'est vraiment un coup de force qui est en train d'être opéré sans tenir compte d'un aspect d'humanisme. Et ça, comme il a dit tout à l'heure, effectivement, nous avons aussi fait le constat de ce qu'il y a des étudiants qui sont en pleine composition et qu'il y a même des étudiants, on a vu dans des vidéos sur les réseaux sociaux, des étudiants qui n'ont pas d'endroit où loger, qui n'ont pas de tuteurs chez qui aller et qui viennent de l'intérieur. Et ceux-là, on les met dehors. Déjà même que d'autres dormaient dans des amphis. Ils étaient superposés dans des amphis déjà. Donc, il aurait fallu que le ministre et ses collaborateurs mettent balle à terre pour attendre que cette question juridique-là passe pour essayer de ramener de l'ordre dans l'université. Et moi, je m'attendais à ce que cela se fasse après la déclaration du SG de la FESI, Sié Kambou, qui a attiré l'attention des autorités il y a, je crois, 4 à 5 mois, sur le fait qu'il y a un réseau de drogue et autres auquel il faisait face et qu'il s'engageait à mettre de l'ordre. Et cette question-là n'a pas interpellé les autorités, n'a pas interpellé le ministre, et on attend qu'il y ait le pays pour réagir. Et si c'était la question qui était en train d'être résolue maintenant? Non, mais c'est pas D'accord. Professeur Nandrougo. Bien, merci beaucoup, docteur. À les écouter, je comprends aisément qu'ils ne sont pas sur le campus, donc je le comprends. La première chose que je voudrais dire, en fait, en résidence universitaire, le processus de remplacement, chaque année, ça se fait. Après les résultats scolaires, voilà. Ceux qui sont admis, ceux qui perdent les chambres, il y a toujours un mouvement. Cette année, les résultats sont terminés, l'opération a coïncidé aussi certainement avec le meurtre de l'un des étudiants qui a accéléré, qui a donné, j'allais dire, un coup d'accélérateur à la situation. Sinon, ce que vous devez savoir, c'est que ce qui se passe en ce moment. Laissez terminer. Ce qui se passe. Allez-y, professeur. Ce qui se passe en ce moment, c'est un processus de normalisation de la vie étudiante. Et nous enseignants, on est vraiment heureux parce que ces 2 dernières semaines-là, vous savez, bien avant, j'ai un collègue qui a convoqué une réunion et qui, vous savez, il a fait, s'il lui adresse un courrier, on a fait des affiches pour convoquer une réunion du conseil, il adresse un courrier pour dire non. On tient des réunions de façon unilatérale, sans eux les aviser. Vous imaginez, c'est nos élèves qui nous imposent qu'on doit venir faire le supplément pour qu'ils partent. Non, je ne parle pas d'autre chose. Ouais. Je vais vous décrire le contexte général sur les campus universitaires. Avec toutes les violences. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est une belle coïncidence et on profite de cette opportunité pour résoudre des questions, notamment la question de la violence en milieu universitaire. Il n'y a aucun problème à résoudre cette question-là en ce moment précis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'enseignez d'abord, s'il vous plaît, je peux mettre. Moi, je voudrais dire à Michel Betta qu'il ne faut pas inverser les rôles. Il ne faut pas présenter le ministère comme celui qui est venu détruire l'école, notamment l'université d'Abidjan, l'université ivoirienne. C'est plutôt la FESI qui est en position de destruction de cette école-là. Parce que si la décision a été prise aujourd'hui d'évacuer les étudiants des cités universitaires, en tout cas des étudiants illégaux, l'affaire Sié Kambou, c'est une deuxième affaire pour ce dernier trimestre, puisqu'il y a déjà eu un premier crime dans le mois de août, je crois le 24 août, où l'étudiant Khalifa Diomandé avait été également assassiné. Donc, l'assassinat de Maris Diagoué était un assassinat de trop pour ce dernier trimestre. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que de faire le nettoyage dans les cités. Mais j'allais dire aussi que c'est parce que vous n'êtes sans doute pas allé au sein même des universités. Moi, j'ai eu, je ne vais pas dire l'opportunité, d'aller visiter les campus universitaires, d'aller suivre un peu les opérations de déguerpissement hier samedi, et aujourd'hui, j'y ai fait un autre tour. Mais c'est tout sauf des cités universitaires. C'est tout sauf des cités universitaires. Réhabilité à 100 000 milliards. Non, ce n'est pas la réhabilitation qui est en cause, mais c'est la transformation. Et puis d'ailleurs, il ne pourrait en être autrement, puisqu'il y a des gens qui occupent les cités universitaires qui ne font pas le travail pour lequel ils sont là pour l'école. Mais j'ai vu des chambres froides, par exemple.
j'ai vu des centres de torture sur l'université d'Abidjan. J'ai vu des gens qui font que du commerce, des boutiques. J'ai vu des gens des salles où il y a des objets contondants. Pour moi, ça, ce n'est pas la vocation de l'université de former des gens aux actes délictueux ou bien aux assassinats ciblés comme nous sommes en train de voir. Donc pour moi, un gouvernement responsable ne pouvait que anticiper, parce que le pire peut arriver les mois à venir, puisqu'en 2 mois, nous avons déjà eu 2 morts. 2 morts de trop. Alors si on nous dit pourquoi le gouvernement prend aujourd'hui la décision de déguerpir et que c'est déshumanisant, bon, quel moment allons-nous prendre pour déguerpir, pour mettre de l'ordre? Je pense qu'aujourd'hui, dans la ferveur, l'émotion populaire, il fallait au gouvernement de prendre des décisions idoines. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le gouvernement est en train de devenir un bouclier en faveur des étudiants qui veulent aller à l'école, qui ont pour seul objectif que d'aller à l'école. Parce que si le gouvernement ne prend pas cette décision, il n'est même pas évident que les examens dont vous parlez puissent se tenir. Parce que, évidemment, on a des étudiants aujourd'hui qui, eux, ne vont même plus à l'école et pour la plupart sont sous la protection de la FESI ou sous la protection des premiers responsables de la FESI. Et à mon avis, la FESI n'a pas pour rôle de loger tout venant. La FESI a pour rôle d'accompagner aux besoins, au minimum, en tout cas à minima, les étudiants qui n'ont pas de parents en Côte d'Ivoire, disons à Abidjan, et qui y logent, et peut-être même dans d'autres villes. Donc il ne s'agit pas de couler au pilori les autorités universitaires, il faut plutôt demander à la FESI de redevenir une association d'accompagnement de ses propres membres et non une association, non un syndicat pour pouvoir mettre à mal l'école ivoirienne. Vous avez voulu réagir vos deux, d'abord Saint-Claver. Oui, moi je pars du constat de mon confrère Bakayoko quand il parle de chambres délabrées, de constats d'objets contondants et autres. L'université... Non, je ne dis pas que la salle est délabrée, c'est les objets qui ont été introduits. Oui, mais bien sûr, si je m'en tiens à ça, et à la suite de quel tu disais qu'il fallait que les... Mais attends, la FESI est dirigée. Il y a une administration, et qu'est-ce que je raconte? Le CROU, voilà, le CROU a des responsables, il y a une administration qui est habilitée à diriger le CROU. Donc tu veux dire que cette administration, le DG et ses collaborateurs ne font pas leur travail, ils ne gèrent pas au quotidien les chambres. Ils n'ont pas vocation à fouiller les chambres. Hein. Oui, mais attends, quand vous regardez... L'administration du CROU n'a pas vocation à fouiller les chambres. Oui, mais elle a vocation à loger les étudiants. Elle loge les étudiants. Comment se fait-il qu'elle n'a pas vocation à fouiller les chambres pour voir s'il y a des couteaux ou non? Comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui des étudiants qui ne sont pas habilités à occuper des chambres et qui se trouvent sur... Moi, je vais vous faire une petite réponse. Non, vous n'allez pas quand même... On sait tous, on a été ok, je continue. On sait comment les choses se passaient. Oui, mais ça, c'est la rigueur qu'il faut... Vous savez qu'il y avait quand même, ça on ne se le cache pas, vous savez que quand même, il y avait des chambres attribuées oui, mais c'est ce qui nous amène à là. Maintenant, deuxièmement, le professeur dit que c'est un processus normal et que chaque année, il faut le faire. Mais ça se fait chaque année, mais pas dans cette situation. Les images que vous voyez avec des forces de l'ordre sur les campus... Les étudiants sont arrêtés. On voit 2 policiers qui ont arrêté un étudiant à la classe. Vous ne pouvez pas commenter les images parce que les images sont dans des contextes précis. Restons sur la question, s'il vous plaît. Est-ce que maintenant, pour vous, ce qu'il faut faire pour régler la question, c'est peut-être d'aller jusqu'à la dissolution, parce que pour le moment, il s'agit de mesures conservatoires de ces associations. La dissolution de quoi? Finalement, de ces organisations sur les campus, parce qu'il y en a d'autres, notamment à Bouaké, le comité des élèves et étudiants, qui dit être une victime dans l'affaire parce qu'ils ne se reconnaissant pas dans les activités de la fédération estudiantine. Massine Bakayoko, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de tout ceci? Parce qu'après avoir cassé, il faut quand même réorganiser les choses. Oui, Kolo, avant de revenir sur cette problématique que tu poses, moi, j'ai été au campus et j'ai rencontré certains responsables du CROU d'Abidjan. Mais c'est des personnes qui sont aujourd'hui soulagées. Parce que tout le monde sait que la FESI était devenue une sorte d'hydre qui fait que même les responsables universitaires, ce n'est pas une faiblesse de l'État, mais c'est la réalité factuelle qui est là. La FESI était une sorte d'État dans l'État. Tout le monde le sait. Parce qu'aujourd'hui, quand on touchait à la FESI,
Mais d'autres Ivoiriens s'en plaignaient. C'est parce qu'aujourd'hui, personne ne veut endosser la responsabilité du crime qui a été commis que les gens regardent l'affaire comme ça. Mais je vous dis qu'en situation normale, s'il n'y avait pas de crime, et si le gouvernement demandait à réhabiliter ou bien à mettre les étudiants dehors, mais vous allez voir toute la clameur publique que ça allait susciter au niveau du monde politique. Donc aujourd'hui, le gouvernement profite de cette situation et je pense que c'est de bonne loi de mettre les étudiants les récalcitrants hors d'état de nuit. Maintenant, quand vous parlez de la nécessité ou l'urgence de dissoudre la FESI, pour moi, il était temps. Cela même a trop duré. À mon avis, on peut constituer des délégations dans les amphithéâtres ou bien au niveau des étudiants qui n'ont pour seule vocation que de s'occuper des problèmes académiques ou de la conduite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, le professeur Nanourgo faisait allusion, et moi j'ai vu le courrier du secrétaire général section UFR Flash qui écrit au doyen de la section, au doyen de l'UFR de littérature, langue et civilisation pour lui dire, je caricature, tu es en train de tenir tes réunions. Si tu ne m'associes pas à tes réunions, je te mets en garde que tu ne pourras plus continuer à être dirigeant, à être le doyen de cette unité de formation. Mais on est où là? On est dans quel monde là? Comment se fait-il que c'est la FESI qui doit imposer l'ordre du jour des réunions et des problèmes académiques et dire que si lui ne participe pas à ces réunions et qu'il n'a pas son mot à dire, alors le décanat se met en danger? Pour moi, le monde ne peut pas fonctionner comme ça à l'envers. Ce n'est pas ce à quoi nous avons été habitués, ce n'est pas l'école que nous avons fait. Et il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que le professeur ou le maître reste effectivement, ce n'est pas de la tautologie, le maître de la classe, le patron de l'amphithéâtre, et non ériger des associations d'étudiants qui prennent le contrôle des amphithéâtres, qui prennent l'université en otage. Pour moi, il était temps de taper du poing sur la table et de mettre la FESI hors d'état de nuit. Oui, moi je veux qu'on tape du poing sur la table pour, je veux dire, vraiment assainir notre milieu universitaire. Mais à ce rythme-là, l'allure que ça prend aujourd'hui, je crois qu'il faut situer les responsabilités. Parce que quand on décrit l'atmosphère à l'université, ça veut dire que pendant longtemps, les gens se sont accommodés d'une situation ubuex. Parce que quand il dit un étudiant adresse une lettre à son doyen pour lui dire c'est pas à toi de faire ce que tu as à faire, je pense que pendant longtemps, les autorités universitaires ont failli à leur devoir. Donc il faut aujourd'hui situer les responsabilités pour pouvoir trouver le remède qui va y avec. Parce que moi je ne suis pas d'accord, je le dis aujourd'hui, je ne suis pas d'accord qu'on prenne des mesures, je dis des mesurettes un peu tirées par les cheveux. Parce que cela ça ressemble. On cherche à faire la lumière. Pour vous, la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? La solution, qu'on laisse d'abord faire la lumière sur les crimes qui ont été évoqués par le procureur. Et ensuite, la communauté universitaire va se réunir pour déterminer où se trouve le problème avec les associations universitaires. De sorte s'il faut donner un nouveau cadre de collaboration avec ces associations universitaires, on va le faire. Mais ne pas prétexter de ce qu'on décrit là, nos collègues, mes co-débatteurs décrivent, pour prendre des mesures qui, ma foi, sont faites plutôt même pour envenimer la situation de certains étudiants que d'arranger la situation de tous les étudiants. Parce que nous, aujourd'hui, quand on a l'occasion de prendre la parole, moi j'ai été interpellé même hier, des étudiants qui me disent tu vois, on va nous chasser là, on ne sait même pas où aller. Depuis Daloa, j'ai dit, mais on a un devoir important, ce n'est pas de pouvoir cautionner tout ce qui se fait, mais de dire aux uns aux autres, quand vous faire quelque chose, tenez compte de la réalité du terrain. La réalité aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont en train de composer. Ceux-là, où quand vous les chassez là, vous les mettez où pour qu'ils finissent de composer, quitte à rentrer à la maison après la composition. C'est ça la question. C'est pas aussi banal que ça. Ok, personne ne banalise la situation. Et je ne sais pas où est-ce que les étudiants sont en plein examen en ce moment. Je pense qu'on a pratiquement terminé l'examen. On est en pleine rentrée scolaire, on est en pleine rentrée universitaire. On a même fait nos différents. S'il te plaît. Non, tu fais s'il te plaît. S'il te plaît, tu ne vas pas discuter cela avec moi. Mais je suis passé là-bas, tu y es allé occasionnellement. Moi qui pars tous les jours, qu'est-ce que tu vas débattre avec moi sur la question? Je suis tous les jours. On a fait nos réunions de rentrée. On est en phase de mise au niveau même des étudiants qui viennent d'arriver pour les premières années. Là, je t'informe. Oui, maintenant, on a les étudiants, ils arrivent en première année. On fait les réunions de formation de mise à niveau pour les premières années. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, bien, M. Kolo, en fait, la situation à l'université est assez délicate.
on a l'opportunité de faire un traitement systémique. De mon point de vue, la mise en norme des résidences universitaires, de l'espace des campus universitaires, c'est un premier aspect du traitement de la question. Le deuxième aspect, vous l'avez évoqué très bien, c'est le côté judiciaire. Il faut clarifier cette situation-là. Et pour moi, on ne devra même pas ça. Et c'est pas dirigé contre quelqu'un. L'idée, c'est de pouvoir donner une leçon aux gens. Au-delà du cas des 2 étudiants qui ont été tués récemment, mais on peut reculer. Il y a Habib Dodo en 2004. Qui a été pendu sur le campus. Bagayoum Missa à Port-Boué, qui a été défenestré. Il y a un bon nombre de situations comme ça qu'il faut profiter pour clarifier. L'idée n'est pas c'est pas de diriger contre quelqu'un, mais c'est de pouvoir, avec les procès, avec les sanctions, c'est de donner la leçon. Qu'on comprenne que c'est le milieu universitaire, on est fait pour étudier et que si on a la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'information, mais quand un élément touche à la question de l'ordre public, cet élément doit être traité avec la rigueur de la loi. Ça, c'est le dernier élément qu'il faudra en faire, et ce qui est vraiment indispensable, c'est-à-dire qu'il faut absolument revisiter la question de la vie associative en milieu étudiant. Voilà, justement. Il faut adresser la question de la vie associative en milieu étudiant. Il y a des textes sur la question. Il faut les revisiter et au besoin les mettre aux normes. Parce que ce qui arrive là, c'est des pratiques qui ont été installées par la FESI, qui d'abord a été c'est ce qui me gêne dans cette approche. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Qui a été un mouvement au départ soutenu par les étudiants, mais progressivement, la FESI s'est déconnectée des étudiants. Politique. La FESI était totalement déconnectée des étudiants et est devenue une base arrière de certains partis politiques. Vous voyez un peu. Et c'est là la grosse difficulté. Cette collusion entre étudiants, entre ces associations d'étudiants et partis politiques, c'est là la grosse difficulté qu'il faut parvenir à adresser. Mais ce qui engendre ça surtout, c'est que je peux vous dire, c'est le carriérisme en fait associatif. C'est le carriérisme associatif. Le gars, il arrive, la première année, deuxième année, il arrive en master, il va de master en master 1, il ne soutient jamais, et il tourne de sorte à rester dans le circuit, à pouvoir candidater, devenir secrétaire général, et se mettre en connexion, et puis non seulement racketter les petits commerces pour s'enrichir. C'est ce carriérisme-là auquel il faut mettre fin pour nettoyer les campus universitaires. Il y a déjà de nouvelles conditions qui ont été posées par le CROU. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues. Entrer en cité à 22 ans, sortir à 30 ans. Donc ça fait à peu près 8 à 9 ans. Ce sont les nouvelles conditions. Ça, c'est déjà une bonne base de départ. Voilà. Et l'enseignant Bakayoko voulait réagir. Mais justement, le professeur parlait d'un aspect assez important. Affaires associatives ou non sur les campus? Oui, franchement, on peut avoir des associations sur le campus, il y en a. Mais il faut que les associations soient dépourvues de leur propension à faire de la politique politicienne. Parce que c'est ça le nœud du problème. Par ailleurs, je voudrais souligner que quand on fait la nomenclature de tous les crimes qui ont été commis, il n'y a pas de crime qui est opposé l'administration universitaire à ses étudiants. Le plus souvent, c'est des crimes de leadership, des conflits de leadership entre eux-mêmes dans le syndicat de la FESI. Celui qui vient de décéder était membre de la FESI. Celui qui a été tué en août était membre de la FESI. Habib Dodo était un dissident de la FESI. Donc, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas encore battus sur des problèmes académiques. Or, c'est leur essence. C'est-à-dire que si il y a par exemple des réformes que le ministère veut engendrer et qui va pouvoir avoir un impact sur leur cursus. C'est peut-être le sens du courrier qu'ils ont envoyé au département de littérature. Non. Sur leur cursus universitaire, oui. Ça n'a aucun lien, le courrier n'a aucun lien. Le courrier dit qu'on organise des réunions sans s'adresser à eux. On doit prendre l'autorisation pour organiser les réunions avec les étudiants. Or, on fait des affiches pour convoquer l'ensemble du corps des étudiants pour participer à la réunion. Eux, ils ne sont pas étudiants, ils sont une entité à part devant laquelle on doit venir se plier avant d'organiser nos activités. Ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Et puis, je voudrais terminer en disant que le processus judiciaire ne peut pas être... on ne va pas marcher sur le processus judiciaire au profit du processus administratif. Le processus administratif est là, il s'agit de mettre de l'ordre dans les cités, mais le processus judiciaire est en cours. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que les étudiants qui sont concernés, il y en a qui sont incarcérés au PPA d'Abidjan, il y en a qui ont été transférés à la prison civile de San Pedro. On le sait, Sir Kambou notamment. Donc pour moi, le processus judiciaire est en cours, mais on ne va pas sacrifier le processus administratif parce qu'il existe un processus judiciaire
Parce qu'en réalité, l'État aussi a vocation d'anticiper sur ce qui peut arriver. Parce qu'il est évident que les étudiants, il y en a qui tentent d'enfourber leurs armes pour pouvoir prendre une sorte de revanche. Donc pour moi, les autorités universitaires et les autorités gouvernementales ont pris le devant pour casser toutes ces velléités de vengeance. Et pour moi, c'est de bonne guerre parce que les étudiants, nos enfants pourront maintenant aller à l'école dans de bonnes conditions. Ils pourront faire ce pourquoi ils ont été affectés à l'université et non se muer en supplétif militaire au profit d'entités politiques. Maintenant, Michel Betta, allons sur l'avenir de ces associations. Est-ce que pour vous, ça doit vraiment tenir? On a entendu les étudiants qui vous en parlaient. Est-ce qu'ils vous ont dit s'ils souhaitaient vraiment que ces associations restent ou qu'elles disparaissent? Non, pour l'ensemble des étudiants, il ne faudrait pas se le cacher, la FESI a mené quand même certaines luttes qui leur ont été bénéfiques. Non, je veux parler. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Donc, pour eux, même si on doit ramener la FESI à une entité dans laquelle on ne voit pas ce qu'on a vu jusqu'à... On parle peut-être beaucoup trop de la FESI, mais il y a aussi les soucis à Bouaké. Non, quand je parle de la FESI, on parle des associations. Moi, je veux dire qu'il faut réellement situer les responsabilités. Parce que je ne veux même pas qu'on attribue le seul problème de l'université à une entité telle qu'un syndical. Il faut mettre aussi l'administration aussi au cœur des problèmes de l'université. Parce qu'elle aussi, c'est une caution à ces agissements dont tu parles là. Quand on t'envoie une lettre, tu ne sais pas qui saisit pour dire non, cet étudiant m'a envoyé une lettre, voilà. Il y a des mesures administratives pour lui envoyer la réponse quand même. Mais vous cautionnez ça jusqu'à aujourd'hui, vous donnez l'impression que vous n'avez pas jamais voulu. Mais vous avez aussi été complice de cette vie étudiantine qui est en train de produire. La FESI aurait pu brûler l'université pour cela. La FESI aurait pu brûler l'université parce qu'on lui a demandé... Parce qu'elle est capricieuse, cette FESI. Non, mais pourquoi il veut forcément donner tant de bras, tant de force à une simple organisation au détriment de l'administration, même de l'État même, qui est représenté au sein de cette université? Non, c'est pas ça, l'État. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de situation-là. Aujourd'hui... Pour vous, c'est possible de contrôler la situation? Mais c'est possible de la contrôler puisque l'administration montre qu'en matière de force, la force revient toujours au pouvoir public. Ça, c'est clair. Si on veut mesurer les forces de l'État à celles de la FESI, on sait que l'État s'imposera toujours. Mais s'ils ont laissé faire jusqu'à aujourd'hui, au point de vouloir mêler ça à une question juridique, moi je dis non, il y a un problème. C'est pourquoi je veux qu'on situe les responsabilités pour en tenir compte dans la recherche de solutions. C'est ça ma préoccupation. Ouais, oula. Vous savez, le pouvoir régalien reste toujours à l'État. L'État peut assainir ce milieu-là. Et on ne peut pas empêcher des organisations dans le milieu étudiantin, tout comme dans le milieu scolaire. Il y a l'association des élèves et étudiants catholiques, il y a plusieurs associations sur les campus. Donc, sur ce point, on ne peut pas... Et moi, je suis d'accord quand le professeur dit qu'il faut revoir le mode de fonctionnement d'un certain nombre d'organisations. Donc, la vie associative, la milieu universitaire. Mon problème n'est pas la FESI uniquement. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure du CCI au niveau de Bouaké. Là-bas, il n'y a pas de FESI. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de mort d'homme là-bas. Mais ils sont aussi impactés. Ils sont impactés. Non, mais c'est ce que je veux dire. Je veux dire que chaque entité a pris un camp de l'université et puis ça n'a approprié. C'est ça la question. Excuse-moi, mais moi je pense qu'à ce niveau, tu as parlé de solutions tout à l'heure, il faut aller même au-delà de l'enquête sur l'assassinat des étudiants. Il faut saisir au bon la récente sortie du SG de la FESI, et je reviens là-dessus. Il a parlé des réseaux de trafic de drogue, il y a bien d'autres choses, le racket et autres, tout ça, des étudiants qui se permettent d'aller prélever des taxes et autres sur le campus. Mais c'est tout ça qui est passé à le déguerpissement. En réalité, c'est tout ça qui s'en va avec le déguerpissement. Il faut enquêter, il faut diligenter une enquête, aller plus loin. L'État doit aller plus loin pour démanteler ce réseau de trafic de drogue et des raquettes et autres pour assainir le milieu. C'est ce qui est en train d'être fait. D'accord. Alors, avec le déguerpissement, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce démantèlement-là qui est en train d'être fait. Oui. C'est ça qui est en train d'être fait. On va terminer sur la question, s'il vous plaît. On a le deuxième sujet à aborder. Oui, ce que tu dis est juste, mais je me demande bien si pourquoi Cambou a attendu qu'il y ait une dissidence pour dénoncer l'existence de ces facteurs-là. Est-ce que ce n'était pas une écran de fumée pour se protéger face à la dissidence qui était sur le point de l'emporter? C'est une question que je pose. En clair, il faut aussi profiter de cette opportunité. Parce qu'en fait, il y a une question, il y a un détail qui est important, c'est l'opinion.
Tant que Michel Betta existera, l'État est obligé de tenir compte de l'opinion. Mais en ce moment, je vous dis, la FESI est arrivée à faire l'unanimité contre elle. Donc on profite pour adresser la question définitivement. Et puis les bonnes mesures pour intégrer les chambres, ok, c'est parfait. Mais il faut aller jusqu'à limiter l'âge pour militer dans les associations d'étudiants. On peut même aller jusqu'à demander que quand vous avez fini un premier circuit, quand vous changez de faculté, vous n'avez plus le droit de siéger dans les bureaux des associations. Parce que c'est là que le carriérisme commence. Et puis, ils s'asseyent là, ils veulent s'enrichir. Et puis, en réalité, aussi, quand vous dites la question des résidences universitaires, la majeure partie des jeunes ne sont pas en résidence universitaire. Dans aucun pays, la majeure partie. Donc, ça veut dire que même si les résidences sont fermées, les enfants peuvent aller à l'école. Ça s'est fait ici. Oui. Il y a 5746 livres à Abidjan. Les conditions ne seront jamais optimales. Laissons les enfants apprendre et protégeons d'abord. Je voudrais juste dire que si le gouvernement avait laissé, pas seulement ce gouvernement, si les autorités gouvernementales depuis toujours avaient laissé la FESI faire ce qu'elle faisait, c'était une sorte de marchandage de la tranquillité publique. Parce qu'aujourd'hui, même si le gouvernement était en raison de dissoudre la FESI, ça aurait entraîné des troubles massifs. Donc, le gouvernement a fait une sorte de marchandage pour dire on vous laisse exister, mais on veut de la tranquillité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont rompu ce sorte de pacte tacite-là. Et pour moi, il était temps que le gouvernement mette de l'ordre. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire en démantelant tous les réseaux de trafic et tous les réseaux illicites sur le campus. Alors d'accord, messieurs, on va sortir du pays maintenant. On va aller au Sénégal, où après la présidentielle, il y a les législatives. Diomaye Faye qui anticipe, puisqu'il veut avoir les mains libres pour gouverner. Mais quelle issue pour le scrutin législatif du 17 novembre? On en parle avec Siaka Kone. Législative anticipée au Sénégal le dimanche 17 novembre 2024. 41 listes ont été retenues par la Direction générale des élections, DGE, pour 165 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin parallèle dans 53 circonscriptions. La durée du mandat est de 5 ans. Les enjeux sont énormes pour le contrôle de l'action gouvernementale entre le groupement pouvoir et la coalition de l'opposition dirigée par l'ex-chef de l'État Macky Sall. Après avoir quitté la présidence, Macky Sall veut refaire surface sur la scène politique. Il devra faire face aux partis au pouvoir, notamment le PASTEF, dont la liste est dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le PASTEF a pour ambition d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale. La campagne électorale démarre le 27 octobre et prend fin le 15 novembre prochain. Ces législatives anticipées font suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre dernier. Alors, messieurs, c'est une situation électorale. 2 ans après, il faut renouveler les sièges à l'Assemblée nationale, Saint-Claver ou là, mais il y a peut-être aussi une sorte de deuxième tour de la présidentielle. Effectivement, je suis absolument d'accord avec toi. Ça sera une sorte de deuxième tour de la présidentielle qui pointe à l'horizon. Un affrontement politique de grande envergure qui s'annonce entre le camp Diomaye Faye et le camp Macky Sall qui lui-même est aujourd'hui tête de liste. Et il faut le dire, aujourd'hui, Diomaye Faye et son colistier Sonko sont en train de jouer vraiment leur carrière politique à travers ces élections-là et l'objectif qu'ils cherchent à atteindre, ce qui les a amenés au pouvoir. Parce que là, les alliances qui se forment ne sont plus favorables à l'actuel parti au pouvoir comme ça l'a été par le passé à la présidentielle. Vous voyez, le PASTEF va seul à ces législatives, sans alliés. Et dans la formation des listes, il y a eu des grincements de dents. Et la haute représentante du président de la République l'a déjà mentionné. Elle a dit qu'il y a eu des grincements de dents en interne. Et puis, deuxièmement, de l'autre côté, Macky Sall, le président sortant, a réussi à former une alliance, une alliance autour de sa liste. Cette alliance qui inclut le PDS d'Abdoulaye Wade, avec à sa tête son fils Karim. Et puis, il a réussi à avoir
l'apport d'un ancien maire de la capitale, Dakar. Donc, du coup, il part avec, en quelque sorte, c'est lui qui a son parti qui était majoritaire à l'Assemblée nationale, donc il part en quelque sorte avec une certaine force. Est-ce qu'il va réussir à avoir la majorité? S'il a la majorité à l'Assemblée nationale, il va imposer une cohabitation à l'actuel président de la République et il pourrait réussir à avoir la primature. Et cela, ce n'est pas à l'avantage de Ousmane Sonko. Et là, Ousmane Sonko, il est obligé de se battre pour avoir la majorité. Ici, il n'a pas la majorité absolue. Il ne pourra pas appliquer les mesures qu'il a promis aux Sénégalais. Mais cette façon d'anticiper du PASTEF avec le président Diomaye Faye la dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre, est-ce que ça joue en sa faveur? C'était inévitable. C'était inévitable, d'autant plus qu'il était question de présenter sa fiche de gouvernement, c'est-à-dire son programme qu'il allait appliquer devant l'Assemblée. Et il savait que s'il le faisait, l'Assemblée n'était pas sûr que cette Assemblée-là adopte son programme gouvernemental. Donc, il était dans une posture qui l'obligeait à choisir. Soit il prenait le risque d'envoyer son Premier ministre devant l'Assemblée nationale et selon ce qui était dit de part et d'autre, il n'était pas certain d'avoir l'aval de l'Assemblée nationale pour conduire le programme gouvernemental. Donc voilà, il se trouvait dans une posture où il fallait demander au peuple sénégalais, comme il a fait, demander au peuple sénégalais s'il était en droit d'espérer encore leur soutien en vue de mettre en chantier ce qu'il avait en vue et pour lequel ils ont adopté son programme et ils l'ont voté à la présidentielle. Donc moi je pense qu'il est dans une logique, qui peut s'avérer, je peux dire, suicidaire, mais catastrophique pour lui. Mais je veux encore lui donner caution, puisque le peuple sénégalais qui a voté un président ne va pas lui faire harakiri, ne va pas aller contre la volonté de lui donner l'Assemblée pour qu'il aille, il lui offre ce qu'il a promis. Donc je pense que le peuple est constant. Le peuple sera constant en vue de lui permettre d'appliquer son programme de société. C'est vrai, il y a des tendances qui nous font, qui certainement nous emmènent à nous interroger. Est-ce qu'aujourd'hui l'alliance de Macky Sall avec le Parti socialiste ne va pas vraiment freiner l'avancée du PASTEF? Mais je crois que les Sénégalais, en votant Sonko en votant Diomaye Faye, c'est Sonko plus ou moins, en votant Diomaye Faye, voulaient avoir le programme qu'il leur a promis, c'est-à-dire tout ce qu'il avait en vue, c'est-à-dire la souveraineté et autres, et tout ce qui va avec la lutte contre la corruption et autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est face à une démocratie. Mais ce que je voulais souligner, et c'est ce qui m'a vraiment fait mal lorsqu'on est arrivé à ce blocage qui a entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai dit, mais on veut la démocratie, mais la démocratie aussi s'accompagne de concessions. Il faut que les députés comprennent que, quelle que soit la posture qu'ils auront, il faut qu'ils acceptent de faire preuve d'auteur d'esprit pour laisser passer le programme de celui qui est à la tête du pays. Parce que si on arrive à ce niveau-là, à tout moment, on va atteindre des blocages qui ne sont pas faits pour faire avancer la marche de l'État. Alors, Lansana Bakayoko, de tradition au Sénégal, le président de la République a toujours eu la main sur l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas pour Diomaye Faye? Je pense que les dynamiques politiques au Sénégal ont beaucoup changé aujourd'hui. Et je ne m'inscris pas dans ce que Beta vient de dire, cet angélisme en politique, là, pour moi, il n'existait pas. Dire, bon, voilà, comme on veut que le pays progresse, donc on va vous laisser faire ce que vous voulez. Non, cet angélisme-là, ça ne fonctionne pas en politique. Alors, de deux, je pense que les dynamiques politiques ont changé, d'autant que la ferveur qui avait accompagné le président Diomaye Faye au cours de son élection, cette ferveur s'est effritée. Parce que, manifestement, les impatiences n'ont pas eu de réponse aujourd'hui. Tout le monde voit qu'il y a une sorte de désillusion au sein de la population sénégalaise, mais en réalité, s'il y a désillusion, c'est parce que c'est le prix à payer quand on fait du populisme. Vous savez, le couple Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fait des promesses mirobolantes aux populations, des promesses qui sont manifestement intenables. Mais vous voyez, quand les peuples veulent le changement, ils croient en tout et avec leur force. Donc, pour moi, aujourd'hui,
Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne sont pas en train de résoudre le problème des Sénégalais, et je pense que les Sénégalais de plus en plus élèvent la voix pour le leur dire, et puis finalement ils voient qu'il n'y a pas de changement significatif dans la gouvernance du pays. On avait accusé Macky Sall de faire de la traque aux opposants, on avait dit à Macky Sall de faire des dépenses de gabégie, on avait dit à Macky Sall qu'il avait créé des postes budgétivores. Ils sont venus, ils ont supprimé tous ces postes, et là ça crée aujourd'hui des frictions en leur propre sein. Tout à l'heure, quelqu'un faisait référence au représentant de Diomaye Faye, Mimi Touré, qui a manifestement, a clairement dit que même au sein même du PASTEF, les impatiences ne sont pas résolues. Donc pour dire que oui, on peut vouloir prendre le pouvoir, mais on doit rester un homme d'État. Quand on a mis en place des dispositifs populistes, voilà le résultat. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, le Premier ministre, est cantonné dans des promesses communautaires sectorielles. J'apprends il y a quelques jours qu'il voulait investir près de 22 milliards en Casamance, c'est-à-dire une sorte de repli communautaire pour faire... Moi, je pense que tout ça, c'est tiré par les cheveux. Et aujourd'hui, les Sénégalais ont compris que le changement qu'ils avaient souhaité n'est pas finalement arrivé. Et pour moi, la sanction va être évidente, va être nette dans les urnes. Et apparemment, le PASTEF est bien conscient que les choses ne se dérouleront pas comme sur du tapis, comme sur du velours, comme sur un tapis rouge, puisque nous avons vu les accusations que le Premier ministre a formulées, des accusations à mon avis puriles, qui ont été formulées contre le gouvernement de Macky Sall, disant que Macky Sall avait maquillé tous les chiffres. Pour moi, c'était déjà le lancement d'une campagne, une sorte de diabolisation. Or, vous savez, le peuple sénégalais, c'est un peuple très mature, qui aime les victimes, ouais, qui est mature en politique. Aujourd'hui, Macky Sall est en position de victime, et cette victimisation orchestrée par le clan Diomaye Faye, Ousmane Sonko, pour moi, va profiter à la nouvelle coalition Walou de Macky Sall. Et en définitive, je dirais que c'est vrai, il y aura des élections législatives anticipées. Au moment où il disait qu'il dissolvait l'Assemblée nationale, il y avait une sorte de dynamique autour de lui. Il était dans l'euphorie. Mais entre cette période et aujourd'hui, les choses se sont tassées et clairement ont diminué. Et clairement, une élection aujourd'hui organisée au plan de vue législatif, et les Sénégalais, pour leur volonté d'équilibre des pouvoirs, pour moi, vont mettre Macky Sall en position, en tout cas sa coalition, en position de Premier ministre, pour qu'il y ait une sorte de cohabitation, une sorte d'équilibre des forces au bénéfice du peuple sénégalais et au bénéfice de la démocratie. Est-ce que c'est votre avis, professeur Nanouro? Parce que le PASTEF a peut-être aussi raison, puisque c'est difficile avec l'Assemblée nationale actuelle. On se rappelle que début septembre, il y a eu cette loi qui n'est pas passée, cette loi de dissolution des institutions, notamment le Conseil économique, les représentants des collectivités, ainsi de suite. C'est peut-être aussi une occasion à raison pour le PASTEF. Oui, la situation n'est pas aussi inédite que cela. Hein. Vous vous rappelez, quand Wade a été élu, je crois en 2001, le PS était majoritaire au Parlement. Ouais, il a procédé à une dissolution. Donc c'est la même situation qui se répète aujourd'hui. Donc pour moi, la dissolution, elle était vraiment attendue. Et je pense même qu'elle aurait dû venir un peu plus tôt. Merci. Dans la ferveur de la victoire. Juste après la victoire la loi ne le permet pas. La loi disait finalement, 2 ans. Voilà. Pouvoir après 2 ans. Si la dissolution était intervenue à ce moment, le PASTEF allait haut les mains. Mais le PASTEF, il faut dire qu'il a su séduire l'opinion sénégalaise avec le discours de rupture, le discours de changement qu'ils ont proposé face à Macky Sall, qui s'était comporté aussi en bourreau, qui n'était pas venu à écarter Khalifa Sall, anciennement maire de Dakar, par des manœuvres politico-judiciaires. Il avait aussi écarté Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, par des manœuvres aussi qu'il avait contraint à l'exil. Finalement, Sonko, c'était l'os dans sa gorge. Et il a essayé par tous les moyens, mais il n'a pas pu l'écarter parce qu'il a eu l'intelligence de proposer une candidature de substitution, ce qui est très original et qui n'est jamais arrivé en Afrique. Ce qui était à saluer sur le plan démocratique parce qu'il a su faire le dépassement de sa personne pour mettre en avant l'intérêt de la formation politique qu'ils avaient. Ça, ce n'est pas régulier sous notre pic. Donc, et cette offre-là a séduit les Sénégalais.
Sénégalais, en espérant, j'espère qu'il pourra encore surfer sur cette dynamique de changement, parce qu'après, il y a 4 ou 5 mois, donc tout ce qu'ils ont le discours pour pouvoir construire cette situation-là. Il suffit juste de dire qu'en fait, jusque-là, je n'ai pas pu faire bouger les lignes, parce qu'effectivement, j'ai un Parlement qui est totalement dominé par l'autre côté. Si vous voulez, vous m'avez élu sur la base d'un programme, je vous ai proposé le changement. Si vous voulez que je parvienne à réussir le changement que vous attendez de tous vos voeux, vous devez me donner le Parlement, moi, les députés nécessaires pour pouvoir gouverner. Donc, avec un tel discours articulé et une bonne campagne, à défaut d'avoir une majorité absolue, il pourrait avoir une majorité assez confortable et aller à partir de certains compromis pouvoir gouverner. Mais il aurait été sage, comme les textes ne le permettaient pas. Mais professeur, tout n'est pas législatif. Il ne faut pas dire que les choses n'ont pas marché parce qu'il fallait des dispositifs législatifs pour qu'on puisse, Ousmane Sonko puisse mettre en place son programme. Il a pris aussi des mesures administratives qui sont clairement des mesures administratives impopulaires. Par exemple, la mise sous le tenir des médias à travers une fiscalité étranglante. Ça, c'est des mesures administratives qui n'avaient pas besoin. Oui, mais le mal était déjà fait. Ça veut dire qu'il avait des proportions, il a des velléités d'étouffement de la liberté d'expression, ce qui était contraire à sa volonté de rupture. Donc ça, il faut qu'on comprenne que tout n'est pas dans le cadre législatif qui empêche Ousmane Sonko et son ami de gouverner. C'est parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi que ce pouvoir qui est venu par le populisme n'a pas la capacité de gouverner, en tout cas d'avoir les politiques publiques n'ont pas aujourd'hui vocation, telle que c'est mené, à apporter le bien-être qu'ils avaient promis aux Sénégalais. Juste un détail, si vous permettez. En fait, je partage ton avis, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement de rôle. Celui qui avait le discours de proposant, dans la situation des discours d'opposants, c'est ce que j'appelle l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Cette situation, bon, bien entendu, il y a des graissements dedans, mais il s'agit de savoir articuler le discours qu'il faut, qui sert à la situation et aux populations sénégalaises en ce moment précis. S'il parvient à construire le discours utile et percutant, je pense que ça devrait pouvoir bien se passer pour lui. Saint-Claver-Oula, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de regard que la population a porté 8 mois après sur la gouvernance Faye? Oui, bien sûr, c'est clair. Déjà, 8 mois suffisent pour savoir si la boussole que Faye s'est donnée pourra lui permettre d'arriver à bon port par rapport aux promesses qu'il a faites aux Sénégalais. 8 mois suffisent largement et je pense que, comme l'a dit le professeur, il aurait dû, dans la ferveur de son élection et dans la ferveur qui existait en son profit, il aurait pu dissoudre. Parce que vous pensez que ça a changé depuis mars? Oui, s'il avait fait, ça aurait changé pu. Parce que gouverner, ça déplaît. Ça aurait changé. Le 17 novembre déjà, vous pensez que ça a changé entre mars et maintenant? Oui, parce que comme l'a souligné tout à l'heure mon confrère Bakayoko, il a posé un certain nombre d'actes. Il y a eu des nominations qui ont été critiquées par l'opinion. Il y a eu des pas qu'il a posés qui n'ont pas forcément été approuvés, même lui-même par les opposants, des personnes qui étaient en alliance avec lui et qui l'ont accompagné à la présidentielle. Et je l'ai mentionné tantôt, ces opposants-là aujourd'hui qui ne vont pas s'allier avec lui pour les législatives, notamment le parti du président Abdoulaye Wade et Barthélémy Diaz aujourd'hui qui a été l'une des victimes de Macky Sall, a rejoint Macky Sall pour ces législatives. Donc il faut comprendre aussi que quelque part, comme l'a dit Bakayoko, la ferveur au sein de l'opinion en faveur de Diomaye Faye aujourd'hui a commencé à s'effriter. Et cela va se faire ressentir. Pour ma part, cela va se faire ressentir. J'ajoute qu'il y a un délestage. Aujourd'hui, le Sénégal fait face à un délestage comme jamais. Aujourd'hui, le Dakar et tous ses environs sont quotidiennement dans le noir, souvent pendant 3 heures, pendant 4 heures de temps, parfois même 2 jours. Donc ça, c'est des choses inédites qui ne militent pas en faveur de la coalition au pouvoir. Moi, je crois qu'il faut comprendre que les Sénégalais, en donnant la caution à Diomaye Faye et Sonko, avaient en vue certains principes qui étaient clairs, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Et sur ce plan-là, nous voyons que Faye n'a pas dérobé. Et moi, je pense que c'est un point important qui va faire en sorte que les populations puissent cautionner encore ces élus. Parce que, en fait,
ils attendent de le juger sur le terrain, sur les faits. Alors que quand on regarde sa démarche, sa volonté de mener la barque pour laquelle ils l'ont élu, elle est freinée par cette Assemblée nationale dominée en majorité par son opposition. Donc je crois que c'est de bonne guerre que les élus, les populations elles le disent même dans leur discours en préparatif de ces législatives à venir. Elles le disent, les populations, que si nous voulons que Faye puisse appliquer ce qu'il nous a promis, il faut que nous donnons l'Assemblée nationale. Donc je crois que ça viendra, l'Assemblée nationale lui sera donnée de sorte qu'il puisse appliquer et que les populations puissent le juger sur le terrain. Oui, voilà. Il faut aussi parler de quelqu'un qu'on a vu à la présidentielle dernière, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui est aussi candidat, l'ancien Bakayoko, peut-être une élection, une victoire pour l'ancien Premier ministre qui a été face à Diomaye Faye, qui a perdu cette élection présidentielle. Oui, tout le monde sait que ce Premier ministre n'avait pas été fortement soutenu par le président Macky Sall, et donc il était allé, si vous voulez, l'herbe coupée sur les pattes. Bon, c'est une sorte de revanche qu'il va prendre, mais pour moi, il n'a pas aujourd'hui la masse critique nécessaire pour pouvoir faire front face à la coalition PASTEF. Parce qu'il vise à être le leader de l'opposition. Il vise à être le leader de l'opposition, mais peut-être un leader administratif. Pour le moment, nous sommes dans un cadre législatif et il est évident que le parti de Macky Sall, en tout cas la coalition proposée par Macky Sall, pourrait prendre la tête de cette opposition-là. Et j'ajoute ce que je disais tout à l'heure, et tout n'est pas réglementaire, tout n'est pas législatif. Il y a des dispositions réglementaires qu'un gouvernement peut prendre pour pouvoir gérer. C'est vrai, même il y a des ordonnances qu'il doit prendre. Mais en réalité, c'est le manque de lisibilité de la politique que le président Diomaye Faye est en train de conduire. C'est ça qui un peu désole les Sénégalais aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, le Sénégal est quasiment dans le noir depuis... Non, tu es excessif quand même. Oui, je suis pas dans le noir. C'est toi qui as l'unité de mesure. Oui, mais c'est ça, c'est tes propos. C'est toi qui as l'unité de mesure si je suis excessif ou pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai appelé des amis au Sénégal aujourd'hui qui m'indiquent qu'ils sont dans la déception totale parce que le minimum, le basique de l'électricité aujourd'hui est interrompu dans diverses villes et dans la plupart, dans beaucoup de quartiers de la capitale. Des quartiers huppés comme Sacré-Cœur, il y a de l'essai d'électricité là-bas. C'est d'ailleurs là où Barthélémy Diaz est maire d'abord avant d'être maire de la ville. Donc je veux dire, le Sénégal est aujourd'hui dans une sorte de... s'en veut à lui-même d'avoir porté cette coalition au pouvoir. Et ça, c'est évident, c'est clair. Et ça devait être une leçon pour tout le monde. Il faut être un homme d'État, même quand on veut le pouvoir. Il ne faut pas faire du populisme. Il ne faut pas venir faire des nominations fantaisistes. Il ne faut pas nationaliser ou alors changer, vouloir remettre en cause les contrats. L'État est une continuité. Aujourd'hui, cette vision-là est en rupture totale avec ce que se réalise au Sénégal. Oui, Bakayoko avec ces mots un peu plus poussés. Mais moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui concernant Ba, il faut dire que Ba lui-même, au sein de son parti, l'APR, ne faisait pas l'unanimité avant d'aller à la présidentielle et être dauphin de Macky Sall à la présidentielle. Donc, lui, il conduit aujourd'hui une liste. Je ne pense pas que cette liste-là va engranger des voix et va engranger beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale. Mais je crois plutôt en la liste qui sera conduite par le président, par l'ex-président Macky Sall et qui fera vraiment... Monsieur, on a terminé. J'ai l'impression que vous reprenez de plus belle. Non, mais moi, ce que je veux faire remarquer, c'est le retour de Macky Sall. Ça peut vraiment irriter aussi. Hein, parce que il ne faudrait pas se cacher. Après avoir été président, il vient député pour faire quoi? Pour apporter quoi de nouveau? Il faut se poser... Abdoulaye Wade l'a fait. Non, je vais dire pourquoi. Mais on se pose la question naturellement pourquoi. Après seulement un an... Pour servir le peuple sénégalais. Non, mais attends, il a servi à un plus haut niveau. Non, mais je crois que c'est... Je vous donne un exemple. Abdoulaye Wade l'a fait. Oui, non, mais je dis c'est comme une revanche. Hein, et pour avoir perdu, il veut se venger d'un adversaire qu'il a battu. Mais je pense que c'est pas... François Hollande l'a fait. François Hollande est candidat au législatif. Il est député. C'est pas inédit. François Hollande est député. Il a été élu. Il a été élu en Corrèze, non? Il a été élu en Corrèze, il est député. C'est que cette attitude... Diomaye Faye a perdu en 2022 au législatif. Je pense qu'il faut... Macky Sall a moins de 60. Macky Sall a plus de 60 ans, il a 62 ans quasiment. Il ne faut pas lui demander d'aller à la retraite à 62 ans. Même dans le système administratif, on ne va pas à la retraite à 62 ans. Et donc Macky, en politique, on peut aller jusqu'à 80 ans. Laisser Macky Sall. Il n'y a pas de problème. Si c'est lui qui peut gagner sa coalition, je pense qu'en le faisant même, il va se mettre à dos encore ceux qui ont voté
le PASTEF. Et je pense non, il peut y avoir aussi des regrets dans la population pour dire qu'on s'était trompé. Que le PASTEF puisse avoir sa majorité. Le peuple aussi peut dire qu'on s'était trompé. Macky Sall revient nous sauver. Merci Beta Michel, merci Saint-Claver Oula, procès dans le groupe Koulibaly, Lansini Bakayoko, merci messieurs, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. Mais...